Avant de commencer l'étude proprement dite de la mécanique quantique, il est nécessaire d'étudier certains prolégomènes, pour parler de manière un peu pédante. En effet, la mécanique quantique, si elle apparaît en rupture totale ou quasi totale dans la science moderne, elle s'appuie quand même sur tous les travaux qui ont eu lieu depuis Galilée et les autres sur la mécanique classique, dite classique. En effet, la mécanique quantique ne serait pas née si elle ne s'appuyait pas sur les travaux de Newton, de Lagrange et d'Hamilton. Donc ce premier chapitre est pour exposer, mais très très rapidement, les grandes idées qui ont conduit au développement de la mécanique théorique pendant les siècles jusqu'au 19e siècle, pour donner naissance à la mécanique quantique au 20e siècle. Cette diapositive a pour objet d'illustrer la démarche que nous allons faire. Elle part d'une vision de la physique autour du XVIIe siècle, qui était une formulation plutôt littérale et littéraire des phénomènes. Par exemple, ici, c'est le fameux théorème de Newton sur l'accélération, tel qu'il peut être écrit avec des mots. Et puis, progressivement, les outils se sont développés, notamment en travaillant les bases mathématiques, pour aboutir à des outils peut-être parfaitement ésotériques, comme à droite, qui est le Lagrangien des particules élémentaires dans les modèles standards actuels. Mais derrière cette formulation purement mathématique, il y a tout un arsenal de méthodes et d'outils mathématiques et maintenant d'outils informatiques qui, qui vont bien au-delà de la simple description des phénomènes, mais permettent de les modéliser, de les rapprocher à d'autres et puis de prédire le comportement des systèmes. Pour mémoire, le schéma un peu synthétique de la vision que je vous présente des bases épistémologiques de la mécanique quantique qui a été vue dans l'introduction. Les phénomènes de pesanteur, et comme on disait à l'époque, la chute des corps graves, est un problème qui a été à la base de toutes les études de la mécanique dite newtonienne. En effet, depuis Aristote, la chute des corps et donc les phénomènes de pesanteur avaient été l'objet d'études, mais Aristote, dans sa science observationnelle, croyait que les corps lourds tombaient plus vite que les corps légers, ce que Galilée a cherché à démontrer l'inverse, en montrant par des expériences de pensée comme à gauche, ou bien en faisant des protocoles expérimentaux pour démontrer les lois de la chute des corps qui étaient indépendantes d'ailleurs de leur densité. Il y a des problèmes comme la notion de vitesse qui nous paraît assez familière actuellement puisqu'on se déplace en voiture, on fait des déplacements en avion. Mais il faut comprendre que derrière les notions de vitesse et d'accélération, qui sont fondamentales dans l'étude de la mécanique, il y a tout un formalisme qui a mis beaucoup de temps à se développer. Initialement, quand on ne disposait pas d'outils mathématiques, la vitesse, on la considérait comme la distance parcourue pendant un intervalle de temps divisé par la durée d'intervalle. L'arrivée de l'algèbre au XVe et XVIe siècle a permis d'écrire une version symbolique, avec la vitesse égale la position x à un temps t2 moins la x à un temps t1 divisé par l'intervalle de temps. Mais cette version symbolique a débouché sur la version mathématique avec ce qu'on appelle le calcul des différences, x de t plus delta t moins x de t sur delta t, et la limite de delta t devenant très petit a introduit la notion de dérivée et donc de calcul différentiel dont s'est emparé Newton et surtout qui a été formalisé par son grand concurrent Leibniz. La notion d'accélération n'est pas du tout familière à l'époque de Galilée et auparavant. Cette notion du fait qui décrit que la vitesse change et que l'accélération, c'est la variation de la vitesse pendant un intervalle de temps. D'un point de vue mathématique, c'est donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et donc la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Donc la notion d'accélération est vitale pour la mécanique, et on verra dans la formulation de Newton. En effet, lorsqu'il n'y a aucune accélération, lorsque l'accélération est nulle, ça ne veut pas dire que le corps est au repos, mais cela veut dire que, et c'est illustré dans la figure 1 ici, que dans des intervalles de temps égaux, le corps parcourt des distances égales. S'il y a accélération, avec le temps,
le corps va parcourir des distances de plus en plus grandes. S'il y a une accélération négative, qui est synonyme de freinage, on s'aperçoit que les distances parcourues diminuent au cours du temps. Et puis surtout, ne pas oublier que l'absence d'accélération donne un mouvement linéaire et que toute trajectoire curviligne, nécessite une accélération qui maintienne le corps sur cette trajectoire courbée au lieu de suivre une trajectoire rectiligne. Donc il faut comprendre que derrière le passage de la formulation littérale qui décrit les choses à la version mathématique, il y a beaucoup plus qu'une simple opération de changement de notation symbolique ou mathématique. Il y a derrière une révolution, puisque derrière la formulation mathématique se cache tout un ensemble d'outils mathématiques et théoriques, dits d'équations différentielles, qui permettent de résoudre effectivement le mouvement, ce que ne permet pas la formulation littérale. Nous allons survoler les trois grands paradigmes, dirait-on, de la mécanique, qui sont respectivement le paradigme de Newton, le paradigme de Lagrange et la mécanique hamiltonienne. À la fin du XVIIe, Newton fait paraître son grand ouvrage, dans lequel il expose les principes de sa mécanique, celle qui permet de calculer les trajectoires des corps en fonction de l'action de diverses forces. Nous la présentons ici sous sa forme moderne en utilisant les notations différentielles telles qu'elles ont été développées par Newton d'un côté, mais surtout par Leibniz et des successeurs. Première équation, la dérivée de la position, c'est la vitesse, et le fameux F égale m gamma constitue la deuxième équation, à savoir que la masse multiplie la dérivée de la vitesse est égale à la force. Ces équations-là aussi peuvent être écrites en termes de quantité de mouvement, qui est le produit de la masse par la vitesse. Ces équations ont été appliquées avec beaucoup de succès dans beaucoup de champs, comme le calcul de la pesanteur, la boulet, les pendules, le mouvement des planètes, etc. Bien sûr, dans sa forme plus complète, les mouvements ayant lieu non pas à une dimension, mais dans l'espace, qui a 3 dimensions, ces équations-là doivent être dédoublées pour apparaître sous forme vectorielle. La mesure du temps est un problème essentiel au XVIIe siècle, car il s'agissait de pouvoir déterminer la longitude des navires se déplaçant sur les océans, ce qui nécessite une mesure très précise du temps. Aussi, le problème du pendule est l'archétype des problèmes auxquels peut s'attaquer la mécanique de Newton. Il s'agit d'étudier l'évolution au cours du temps de l'angle que fait le pendule par rapport à la verticale, sous l'action de la tension du fil et sous l'action de la pesanteur. Quand on met tout ça en forme, on aboutit à l'équation qui est ici, qui est la forme de Newton de l'équation du pendule, où G c'est l'attraction de la pesanteur et L c'est la longueur du pendule. On s'aperçoit que la masse du pendule n'intervient pas dans le calcul. Si on s'occupe des petites oscillations, on a une solution analytique et qui donne la période du pendule, qui est indépendant, dans cette hypothèse-là, indépendant de l'angle θ, et qui est simplement proportionnel au ratio de la longueur du fil sur la constante de pesanteur. Comme on va le voir, les formalismes de la mécanique sont très liés aux outils mathématiques qui sont sous-jacents. Le calcul différentiel est la base du calcul de la mécanique newtonienne. Malgré sa puissance, très vite, le formalisme de Newton va être confronté à des difficultés. D'une part, des difficultés techniques de résolution des équations, et puis surtout de pouvoir étudier les mouvements dans leur plus grande diversité, avec des contraintes, avec des difficultés qui sont apparues très vite dès qu'on met plusieurs corps en interaction, et en particulier, on ne pouvait pas de manière simple étudier les propriétés de stabilité des corps, notamment des systèmes planétaires, en fonction de la mécanique de Newton. Au-delà de Newton, deux grands formalismes ont été développés. D'une part, le formalisme lagrangien, dont on peut dire en caricaturant que c'est le principe du moindre effort,
et le formalisme d'Hamilton qui, lui, se baserait sur le fait que l'énergie est la source du mouvement. Lagrange a développé son formalisme à la fin du XVIIIe siècle, Hamilton au XIXe siècle. Ils ont tous des principes communs. Le fait que l'on traite la position et la vitesse comme des variables indépendantes. Le fait qu'elles doivent être compatibles avec les équations de Newton, in fine, il faut qu'on retrouve les équations de Newton dans les cas où cela est possible, mais elles reposent sur des outils mathématiques nouveaux, dont on verra qu'ils sont très puissants, mais quelquefois un peu difficiles d'approche, et surtout, dans l'objectif de la mécanique quantique, autant la mécanique de Newton est très difficilement transformable, j'allais dire, en mécanique quantique, on peut formaliser, on peut quantifier beaucoup plus facilement les formalismes de Lagrange et les formalismes d'Hamilton dans le cadre de la mécanique quantique. La mécanique lagrangienne se préoccupe de savoir quelle est la trajectoire que doit suivre un corps partant d'un point x1 au temps t1 et devant arriver au point x2 au temps t2. Dans un premier temps, Maupertuis, et puis Lagrange, qui a vraiment formalisé ça et développé des aspects mathématiques, ont énoncé le principe que la trajectoire suivie obéit au principe de moindre action. Ça, c'est la forme telle que ça prend, mais je pense que pour le comprendre, je vais dans la diapositive suivante prendre un exemple concret. Les principes de Maupertuis-Lagrange, le principe de moindre action, peut être illustré par le fameux problème du maître nageur, qui est sur la plage et qui voit quelqu'un se noyer et qui doit arriver au plus vite auprès de sa victime, sachant qu'il sait très bien qu'il le court beaucoup plus vite qu'il ne nage. Donc ceci est illustré par ça. La trajectoire de la ligne droite est bien sûr une mauvaise réponse, parce que cela se traduit par une longue distance dans l'eau et donc une perte de temps. Quelle est la trajectoire qui permettra d'atteindre au plus vite la victime? Si on appelle A la ligne droite, on peut dire, et c'est le principe de Maupertuis-Lagrange, qu'on cherche à garder son énergie cinétique le plus longtemps possible, ce qui veut dire qu'on va chercher à courir le plus longtemps possible avant de rentrer dans l'eau. Donc la solution est peut-être la solution B, qui consiste à courir longtemps sur le sable, conserver son énergie cinétique, pour ensuite avoir une trajectoire plus petite sur l'eau. Mais en faisant ceci, ne va-t-on pas trop loin? Est-ce qu'il n'y a pas une solution intermédiaire qui permet de conserver son énergie cinétique suffisamment longtemps et ne pas trop perdre de temps en distance pour sauver la vie? En effet, le principe de Lagrange dit que la trajectoire qui lui permet de conserver le plus longtemps son énergie cinétique sans trop allonger le parcours est la solution. Si on oublie un peu la définition un peu compliquée telle qu'elle est dans Wikipédia, eh bien, on dira que le principe de moindre action, lorsqu'il y a aussi des forces, dans le cas du maître nageur, ce n'est pas le cas, lorsqu'il y a des forces comme par exemple des collines à grimper ou des vallées à descendre, eh bien, il faut formuler ceci de manière plus générale. Eh bien, le formalisme de Lagrange indique qu'à chaque instant, sur une trajectoire, la trajectoire suivie minimise la différence entre l'énergie cinétique, la vitesse, et l'énergie potentielle, le champ de force. Ceci permet d'introduire l'action qui est dans un petit intervalle de temps le produit de la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, et donc d'introduire ce qu'on appelle le Lagrangien, qui est égal ici à la différence entre l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Eh bien, la trajectoire suivie, effectivement par le mobile, sera égale à la somme de toutes les petites actions sur toute la trajectoire. Et ceci est donné par une équation assez compliquée, qui est l'équation d'Euler-Lagrange, et qui est basée sur une nouvelle branche des mathématiques qui s'appelle le calcul variationnel. Dans le problème du maître nageur, nous avons vu qu'il y a la bonne solution n'est pas forcément celle qui est la plus immédiatement évidente. Je vous recommande de voir la vidéo sur le transparent ici, qui vous permettra de démontrer que la solution la plus évidente au sens de Lagrange, la solution la plus évidente n'est pas la meilleure au sens de Lagrange. Et très vite, la mécanique de Lagrange va permettre de s'occuper de problèmes plus compliqués,
qui paraissent plus compliqués à résoudre par Newton, tels par exemple le problème du double pendule, deux pendules articulés l'un à l'autre. Et si on résout les équations du mouvement, on aperçoit qu'on est loin de la simplicité du mouvement du simple pendule et que les mécaniques de Newton seraient en difficulté pour résoudre ce type de questions. Juste pour vous amuser, vous informer, j'écris en dessous le lagrangien de ce système. Le formalisme de Lagrange, qui s'adresse surtout à la mécanique, en fait ressemble beaucoup à un principe qui avait été exposé plus tôt par Fermat dans le cadre de l'étude des trajectoires des rayons lumineux. Dans ce cas-là, ce n'est pas l'énergie cinétique qui intervient, mais c'est la vitesse. Mais les deux étant liés, les deux formalismes sont très proches. Pierre de Fermat s'est attaché à l'étude de la trajectoire des rayons lumineux. Et il a émis un principe que l'on peut traduire maintenant en disant que la lumière se propage d'un point à un autre de façon à minimiser son temps de trajet. Si on observe une étoile, il est évident que le trajet le plus direct entre l'œil et l'étoile est la ligne droite, que va suivre effectivement la lumière. Mais si on observe cette étoile par un miroir, va se poser la question, quel est le trajet du rayon lumineux qui, partant de l'étoile, va se réfléchir sur le miroir et arriver en A, en B. Le principe de Fermat va indiquer que la trajectoire effectivement suivie, c'est celle qui rend la trajectoire ACB la plus courte. En termes variationnels, ceci correspond à un minimum. Or, on sait que quand une courbe passe par un minimum, sa dérivée est nulle. On dit qu'elle est stable par rapport à des petites variations, c'est-à-dire que si on bouge un tout petit peu le point C, la trajectoire ne variera pas beaucoup. Pour illustrer ça, on se pose la question du trajet du rayon lumineux qui va de A en B, en passant par le point X, et en faisant bouger le point X. Si on fait bouger le point X, on verra que la trajectoire passe par un minimum qui correspond à la trajectoire effectivement suivie. Dans ce cas-là, la dérivée de la fonction est nulle, on dit que la courbe est stationnaire. Je vous recommande d'aller voir sur le site ici, vous pourrez de vous-même manipuler et vérifier effectivement que la trajectoire suivie est celle qui correspond à un point où les deux angles qui sont ici sont égaux. Le même principe de Fermat peut s'appliquer à l'étude de la lumière réfractée. Vous avez tous fait l'expérience de voir un bâton apparemment cassé dans l'eau, parce que les rayons lumineux, quand ils rencontrent la surface entre l'air et l'eau, sont diffractés, c'est-à-dire changent d'orientation. Comment calculer cette trajectoire? C'est la fameuse loi de réfraction qui a été découverte par l'anglais Snell en 1620 et redécouverte par Descartes, qui s'appelle la loi de Descartes en France, la loi de Snell en Angleterre, et dans beaucoup de pays, elle s'appelle la loi de Snell-Descartes, bien sûr, qui permet de calculer si un rayon incident arrive sur l'eau avec un angle θ1, quelle est la trajectoire qui va suivre dans l'eau, sachant que l'air et l'eau n'ont pas le même indice de réfraction. On retrouve une analogie avec le problème du... Là aussi, je vous recommande de suivre, d'aller voir sur le site, là, où l'on pourra manipuler et faire varier le point I, et donc faire varier les angles θ1 et θ2, de telle sorte que l'on puisse vérifier la fameuse loi de Snell-Descartes, qui est que θ1 et θ2 sont reliés par la loi N1, θ1, N2, θ2, où N1 et N2 sont les indices de réfraction des deux corps, des deux milieux, R et O. Ceci, c'est valable pour les petits angles. Dans les cas le plus général, cela fait intervenir les sinus, qui sont des fonctions trigonométriques. Donc, le formalisme lagrangien généralise le principe de Fermat, mais qui a été utilisé en optique et qui a été découvert auparavant. Le formalisme de Lagrange est très utilisé dans la physique moderne, bien que ce soit un formalisme qui conduit à des équations, les équations d'Euler-Lagrange, qui sont des équations aux dérivées partielles, qui sont techniquement souvent difficiles à résoudre. Mais le formalisme de Lagrange peut très facilement s'étendre aux théories physiques modernes, comme la mécanique quantique et comme la relativité générale.
Donc, la théorie lagrangienne est utilisée notamment en physique quantique relativiste, dans lesquelles les, les particules peuvent évoluer, interagir, s'annihiler, être créées. Pour illustrer le formalisme lagrangien, je vais vous présenter le lagrangien du modèle standard des particules de l'univers actuellement. Bien sûr, de manière un peu humoristique, voici tel qu'il apparaît et qui permet de décrire les grands champs d'interaction fondamentaux et leurs interactions mutuelles. Bien sûr, je vous demande de l'apprendre par cœur et nous aurons lors du prochain cours une interrogation écrite pour savoir comment vous avez perçu et si vous savez bien résoudre ces équations qui en découlent. Le formalisme lagrangien donc est très puissant, il couvre l'ensemble des domaines de la physique, que ce soit la physique classique, la mécanique quantique ou la relativité. De plus, il y a derrière des grands théorèmes, comme le théorème de Émile-Noether, qui lie les symétries et les propriétés de Lagrangien aux grandes symétries de la nature. Le formalisme de Lagrange conduit à des équations qui sont quelquefois techniquement difficiles à résoudre. Au XIXe siècle, Hamilton a reformulé ce formalisme-là à partir d'une grandeur fondamentale qui est l'énergie totale du système. L'énergie totale du système, c'est son énergie cinétique plus une énergie potentielle, du moins dans les cas les plus courants et les plus simples. Quelquefois, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, si à partir de cette grandeur-là, qui est en gros l'opérateur qui fait agir le mouvement, le formalisme de Newton permet d'écrire des équations de mouvement en fonction d'une part de la position du mobile et aussi de sa quantité de mouvement qui, comme pour Newton, est le produit de sa masse par sa vitesse. Retenons du formalisme d'Hamilton qu'il conduit à des équations qui sont souvent plus faciles à résoudre que les équations de Lagrange, mais surtout qu'il met en exergue le rôle de l'énergie comme moteur d'évolution du système, et on verra que c'est la base des équations de Schrödinger de la mécanique quantique. Le formalisme d'Hamilton va permettre d'introduire ce qu'on appelle l'espace des phases, qui est un outil extrêmement important dans la dynamique des corps, qui permet d'étudier la stabilité des systèmes. Ceci sera travaillé pendant le XIXe siècle et qui sera parfaitement mis au point et formalisé par le mathématicien français Poincaré. Si on part du cas le plus simple du pendule, avec son équation d'Hamiltonien, et les équations qui en déduisent, et on va regarder l'évolution dynamique du pendule, partant d'un point d'élongation maximum à gauche, A, passage à l'équilibre, B, avec une vitesse non nulle, remontée vers le point C, où à nouveau la vitesse s'annule et change de sens, et retour au point D. Si on trace cette trajectoire sur un axe, sur deux axes, d'une part l'angle θ, et ensuite vers le haut la vitesse ondulaire, si on part du point A, où θ est grand et la vitesse nulle, on remonte vers le point B où θ devient nul et la vitesse est grande, et on va vers le point C, où à nouveau θ est grand et la vitesse nulle, et on revient par D au point d'équilibre. Donc la trajectoire suivie est une orbite qui est circulaire grossièrement ou elliptique suivant les unités utilisées. Et si maintenant on prend ce pendule et on étudie tous les cas possibles d'élongation, si on fait évoluer, on peut tracer une carte de toutes les trajectoires possibles. Et cette carte-là s'appelle l'espace des phases. On distingue deux zones. Les zones en grisé correspondent au fait où le pendule oscille effectivement, et les zones rouges correspondent au fait que si on donne trop de vitesse initiale au pendule, il va se mettre à tourner autour de son axe et avoir les trajectoires qui sont ci-dessus en rouge. Poincaré va étudier la stabilité des systèmes sans vouloir forcément résoudre les équations différentielles qui les gouvernent, à partir des propriétés de leur espace des phases, en considérant que c'est une structure qui a des montagnes, des vallées, on appelle ça des propriétés topologiques, et
il va déterminer que la stabilité et la prédictibilité du système dépendent de la structure, la topologie de cette surface des phases. Il va distinguer différentes zones qu'on appelle des attracteurs. Je ne vais pas passer en détail ces différentes zones. Ça fait l'objet d'un cours qui s'appellera le cours La physique pour le monde moderne autrement. Tout simplement pour dire qu'en dehors des trajectoires parfaitement bien déterminées et relativement stables que l'on a vues pour le pendule, il existe des systèmes pour lesquels les trajectoires sont extrêmement variables, dépendent fortement des conditions initiales. On appellera ça des trajectoires chaotiques. C'est l'origine de ce que l'on appelle actuellement la théorie du chaos, qui met des limites à la capacité qu'ont les outils modernes de la mécanique à prévoir les mouvements de tout système. Un bel exemple d'attracteur dit chaotique, dit étrange, est cet attracteur-là, qui est l'attracteur d'un système qui s'avère complètement imprédictible, puisque une toute petite variation sur la condition initiale se traduit par des variations énormes ensuite à l'issue du mouvement. Voilà, nous avons terminé ce survol très rapide de grands pans de la science qui vont de Galilée, Newton jusqu'à la fin du 19e. Ils nous ont permis de montrer comment la mécanique, progressivement, partant d'une description plus littéraire et littérale des phénomènes, est progressivement passée à des niveaux de plus en plus abstraits avec des supports mathématiques de plus en plus sophistiqués. Ce passage-là, d'une part, a permis de développer des techniques permettant de résoudre des problèmes de plus en plus compliqués, mais d'autre part, alors que Newton avait basé sa théorie sur la notion de force, dont on verra plus tard les limites en relativité générale, par exemple, progressivement, Lagrange et Hamilton ont basé leur mécanique sur des grandeurs comme le lagrangien ou comme le hamiltonien, qui sont des outils beaucoup plus puissants et beaucoup plus générables à l'ensemble de la physique.